Ce soir à l'émission, un ralliement régional autour du réemploi. L'économie circulaire, quant à elle, met l'accent sur la réutilisation des matières et des services dans le but de créer un impact écologique moindre. Et on vous propose une visite dans les coulisses de l'initiative Noël pour elle. Le but pour nous, c'est vraiment d'offrir des cadeaux neufs pour les femmes et les enfants qui sont hébergés dans toutes les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales à travers la province de Québec. En entrevue, je reçois Claude-Hélène Langevin qui nous parle d'un exercice méconnu, le don planifié. Ça peut se faire soit un don par testament directement en argent, ça peut se faire par l'achat d'une police d'assurance vie au nom d'une fondation. Je m'entretiens également avec l'artiste Véronique Boucher, récipiendaire du prix Résidence Espace Saint-Gilles. Vivre la joie ne signifie pas de mettre de côté la tristesse ou la colère. Pour moi, au contraire, ces émotions-là, c'est des guides pour voir qu'est-ce qui nous empêche de vivre et d'expérimenter la joie. Enfin, Alexis Lafrance consacre sa chronique à l'érosion de l'État de droit au Québec. Un communiqué de presse se titrant « Le barreau du Québec craint une érosion de l'État de droit au Québec », c'est l'avertissement le plus sérieux émis par cette institution depuis une bonne dizaine d'années. Bienvenue à Accès local. Mardi 2 décembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Jeudi dernier, à Sainte-Thérèse, il y a un événement régional qui s'est tenu qui portait sur l'économie circulaire. Tout ça dans le cadre du mois de l'économie sociale. Vous étiez sur place. Oui, Claude, donc c'est une rencontre organisée par les organismes Économie sociale Laurentide et Synergie économique Laurentide qui a rassemblé 150 participants sous le thème « Le réemploi au cœur du changement ». Ce sont des personnes du milieu communautaire, du milieu municipal, entrepreneurial, institutionnel aussi, qui ont participé aux ateliers de réflexion, aux conférences et aux panels qui portaient sur le futur du réemploi et de l'économie circulaire dans la région. Vincent Lusignan, qui est directeur général de Synergie économique Laurentide, nous explique pourquoi il est important de réunir tous ces gens à la même table. Des fois, il y a des freins qui sont identifiés par un palier, puis après ça, tu sensibilises, on trouve des solutions ensemble. Fait que je pense que pour la réflexion, qui est une grosse portion de la journée, c'est essentiel, mais c'est aussi des sujets qui touchent tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit parce que tu mets des lois, que ce soit parce que tu réponds à des appels d'offres, que ce soit parce que tu offres des emplois en réinsertion. Bon, avant d'aller plus loin, Clara, est-ce qu'on pourrait clarifier la différence entre économie circulaire et économie sociale? Oui, alors ce sont deux concepts qui peuvent se compléter. D'un côté, l'économie sociale est un modèle d'affaires axé sur l'humain, sur la communauté. Elle a une portée, comme son nom l'indique, plus sociale. La télévision des Basses Laurentides, par exemple, est une entreprise d'économie sociale puisqu'elle a comme mission d'informer la population, pas de faire le plus de profit possible. L'économie circulaire, quant à elle, met l'accent sur la réutilisation des matières et des services dans le but de créer un impact écologique moindre. On peut penser aux friperies, aux ressourceries qui mettent en pratique cette idée, d'où le thème du réemploi. Donc, jeudi dernier, c'était une occasion là, pour les organisateurs de partager les résultats d'un rapport sur le réemploi dans la région. Oui, exactement. Ayant comme titre de l'ère du recyclage à celle du réemploi, bâtir la filière de demain, ce rapport se veut un portrait général de la situation actuelle dans les Laurentides qui compte dans son ensemble une 60aine de ressourceries. Je vous partage quelques-uns des résultats qui ressortent de ce rapport annuellement. Ce sont 1 million d'articles qui sont remis en circulation dans les ressourceries de la région, ce qui équivaut à 16 560 tonnes qui se seraient normalement retrouvées dans les sites d'enfouissement qui sont remises finalement sur le marché. Visuellement, ça représente 5 500 conteneurs qui, si empilés, feraient 1,5 fois la taille du mont Everest. Donc, ça fait beaucoup de matière qui est détournée des sites d'enfouissement. Et d'un point de vue économique, Clara, qu'est-ce que ça représente? Environ 26 millions de dollars qui sont réinvestis dans les communautés, puisqu'on parle souvent d'économie sociale et dans certains cas de réinsertion sociale pour les employés. Pour les municipalités, ça équivaut à 2,5 millions de dollars en coûts d'élimination évités. Ce rapport qui a été réalisé en collaboration avec l'Association des ressourceries du Québec tend à démontrer que le réemploi est devenu un phénomène massif, pas seulement une mode ou une façon marginale de consommer. Selon les organisateurs de l'événement, la vision du réemploi a vraiment changé dans les dernières années. On écoute M. Lusignan, suivi d'Amélie Girard, qui est directrice générale d'Économie sociale Laurentide. Je vais faire mon optimisme, mais je pense qu'on pivote aujourd'hui aussi. Il y a des points de non-retour. Normalement, tu devrais convaincre les gens. Là, les gens sont convaincus puis ils deviennent des ambassadeurs. Le réemploi est de plus en plus valorisé, que ce soit au niveau des nouvelles générations qui, pour elles,
font consommer directement au niveau du seconde main ou que ça devienne même tendance au niveau de beaucoup de designers à l'international. Donc, on suit le contexte aussi régional, mais plus largement, qui fait que c'est un bon momentum, en effet. Et on a profité de l'occasion, Clara, pour dévoiler le pacte de réemploi. De quoi il s'agit? Alors, ça vise les municipalités. C'est une première au Québec. Les municipalités peuvent s'engager pour mettre en place des mesures structurantes pour soutenir le réemploi. Plusieurs points sont proposés. Madame Girard nous en donne un exemple. Comment assurer, par exemple, des redevances qui pourraient être remises aux acteurs de réemploi parce que, faut le savoir, là, quand que tu vas à l'enfouissement, bien, ça coûte cher aux villes, aux municipalités. Mais si on détourne moins, ils vont en voir, en fait, ça va leur coûter moins cher. Fait est-ce que ces sous-là pourraient être réinvestis en entente de service avec des acteurs de réemploi du territoire, les ressourceries, les friperies, les recycleries? Voilà, et la première signataire du pacte a été Mme Catherine Hamé, préfète de la MRC des Pays d'en haut. Selon les organisateurs de l'événement, les Laurentides ont tout ce qu'il faut pour devenir le leader du réemploi au Québec. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la campagne Noël pour elle de la Fondation Féminin. À plus tard, Claude. La Ville de Sainte-Thérèse annonce des changements concernant l'ensemble de ses collectes à compter du 1er janvier 2026. À partir de cette date, le territoire de la municipalité sera séparé en 4 zones distinctes, A, B, C et D, qui auront chacune leur journée de collecte. Ces changements s'inscrivent dans le plan de modernisation de la collecte sélective du gouvernement du Québec, qui prévoit l'uniformisation des règles à travers la province. Toutes les informations sur la répartition des zones et les jours de collecte se trouvent sur le site Web de la Ville. Le Cégep de Saint-Jérôme a inauguré ses nouveaux locaux du programme technique d'inhalothérapie le 24 novembre dernier. Cette réalisation a notamment été rendue possible grâce à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme qui a mené 2 campagnes de financement totalisant près de 300 000 $. Les sommes récoltées ont permis l'acquisition de matériel médical. Plusieurs dons d'équipements ont aussi été offerts par 4 différents centres de santé et de services sociaux, soit les 6 des Laurentides, de la Naudière, de Chaudière-Appalaches et de la Abitibi-Témiscamingue. Au coin de ma rue, Centre de pédiatrie sociale Rivière-du-Nord lance sa guignolée annuelle et invite la population à participer à ses activités de collecte. L'activité principale de la guignolée 2025 se tiendra les 6 et 7 décembre au marché de Noël de Saint-Jérôme, à la place des festivités, là où Au coin de ma rue animera un terrain de deck hockey festif. Les dons recueillis permettent à Au coin de ma rue de financer des services essentiels à plus de 350 enfants, notamment des suivis médicaux adaptés, des services spécialisés, des ateliers de développement et des trousses de base. 4 fondations de la région s'unissent pour démocratiser la pratique du don planifié, une forme de générosité qui est encore méconnue. J'en discute avec Claude-Hélène Langevin, coordonnatrice des partenariats et activités philanthropiques à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. Madame Langevin, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous faites équipe avec Centraide Laurentide, la Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme et la Fondation Palliavi pour promouvoir le don planifié. On va d'abord le définir. Qu'est-ce que c'est que le don planifié? Le don planifié, c'est un terme qui est un peu, peut-être pas très sexy. Ça fait beaucoup penser à la mort parce qu'on planifie nos héritages et tout ça, mais il faut le voir comme laisser une trace significative dans notre communauté, comme c'est vraiment de faire en sorte qu'on laisse un legs à toute notre communauté. Ça peut se faire soit un don par testament directement en argent, ça peut se faire par l'achat d'une police d'assurance vie au nom d'une fondation, ça se peut faire par le legs d'un bâtiment ou de REER. Oui. Il y a une chose intéressante, moi, que j'ai relevée, c'est que c'est possible de donner des instructions là, quant à l'utilisation qu'on pourra faire de notre Oui, tout à fait. Chacune des fondations, au Cégep, par exemple, on peut décider de dire, on donne, mais on veut donner à tel type de programme dans le but de développer ce programme-là, d'aider les étudiants qui étudient là-dedans. On peut donner à la mission, on peut donner effectivement on choisit. Oui, on choisit. Vraiment. Puis est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Autrement dit, est-ce qu'il faut être riche pour faire un don projeté? Non, c'est ce qu'il faut essayer de démystifier. On voit beaucoup les grandes annonces des familles qui donnent plusieurs millions, mais en fait, n'importe qui peut faire un don planifié. C'est à la hauteur d'à peu près tout le monde. Il s'agit juste de l'écrire dans son testament. Puis bien souvent, avec les économies d'impôts qu'on en retire, il n'y a pas une grande différence pour la succession, où on peut même, en achetant une police d'assurance vie, par exemple, on n'enlève rien à la succession puisqu'on la paye de notre vivant, qui est déductible d'impôts. Puis ensuite, à notre décès, la Fondation peut avoir 100, 200, 350 000. Alors, chose que
le commun des mortels qui gagne 100 000 par année n'aurait pas pu le léguer, mais avec une police d'assurance vie, ça se fait très bien. Bon, vous en faites la promotion parce que ça demeure un exercice méconnu du grand public, on peut comprendre, mais vous nous apprenez par ailleurs que ça l'est presque tout autant du côté des planificateurs financiers. Est-ce qu'on doit s'en étonner? Bien, c'est pas qu'ils connaissent pas la chose, c'est qu'ils ont de la difficulté à en discuter à leurs clients. C'est quelque chose qui est très personnel, qui est très... on parle avec notre cœur. Alors que les planificateurs financiers sont peut-être plus habitués à parler de chiffres, à parler avec leur tête. Donc, quand on parle de dons planifiés, quand on l'approche à nos clients, ben il faut commencer par le cœur. Peut-être faire un petit tour d'horizon à quel organisme vous avez donné de votre vivant. Est-ce qu'il y a un organisme qui vous a aidé dans votre parcours de vie, tout ça. Donc, il faut juste qu'ils en parlent de façon... Comme on parle de retraite, on parle de dons planifiés, puis c'est ce qu'on essaye de leur transmettre. Oui, c'est ça. Donc, et vous leur donnez ponctuellement des formations aux professionnels de la finance. Est-ce que ceux et celles qui y prennent part sont convertis? Est-ce qu'ils développent par la suite un réflexe d'en parler à leur clientèle? C'est ce qu'on essaye de faire avec eux, effectivement. Puis bon, on a fait des petits sondages lors de notre dernière formation, à savoir qui dans la salle, à main levée, en avait parlé finalement à leurs clients dans la dernière année. Puis on commence à avoir des mains se lever. Donc, on est bien content que ça puisse fonctionner. Parce que on peut pas compter toujours sur les gouvernements. Il va falloir compter beaucoup sur la société civile pour pouvoir aider nos communautés. Donc, en commençant par les planificateurs financiers qui nous aident à planifier nos retraites, ils nous aident à planifier aussi le reste de la communauté puis nos dons de bienfaisance. Voilà. Bon, vous présentez la chose évidemment comme un geste de solidarité, d'entraide, une façon de contribuer à un monde meilleur quand on sera plus là. Vous avez effleuré brièvement là, l'aspect des avantages sur le plan fiscal. Pouvez-vous développer un peu là-dessus? Bien, par exemple, si on donne des actions, on est propriétaire d'actions, puis on donne les actions à une fondation, si la valeur des actions qu'on donne est rendue à 10 000 $, on les avait achetées 2 000, est rendue à 10 000, on les donne à la fondation, on va quand même avoir un crédit d'impôt de à peu près 5 000 $. Donc, le don ne nous a pas coûté si cher que ça, puis le crédit d'impôt, après ça, on peut l'appliquer sur autre chose, là, sur nos impôts. Donc, effectivement, il y a des... Puis ça, chaque situation est différente, là. Mais moi, je signale qu'il y a plein d'autres informations qui sont disponibles sur le site web commun là, à vos 4 fondations. Oui, donainsens.org. L'adresse apparaît en bas de l'écran. Claude-Hélène Langevin de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps pour parler de ça. Merci à vous de m'avoir reçu. On enchaîne avec Alexis Lafrance, notre chroniqueur en herbe, qui va nous parler d'un sujet très sérieux, l'érosion de l'état de droit au Québec. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Alors, pourquoi tu avais envie de nous parler de ça? Oui, absolument. Aujourd'hui, je souhaitais venir vous parler de l'érosion de droit au travers des différentes politiques caquistes, parce que nous le savons pertinemment, dans les derniers mois, la coalition Avenir Québec a soumis à l'Assemblée nationale plus de 3 projets de loi considérés comme préoccupants par le Barreau du Québec. Celui-ci a écrit un communiqué de presse se titrant « Le Barreau du Québec craint une érosion de l'état de droit au Québec ». C'est l'avertissement le plus sérieux émis par cette institution depuis une bonne dizaine d'années. En tant que jeune, je constate aujourd'hui l'affaiblissement de plusieurs démocraties partout dans le monde. Avec un avertissement de cette ampleur, je ne peux qu'être extrêmement inquiet. Alors, quelles sont les lois qui inquiètent le barreau et qui t'inquiètent en même temps? Oui, absolument. Commençons par le projet de loi 1 qui s'intitule « Loi constitutionnelle de 2025 pour le Québec ». Cette loi a pour objectif de protéger la nation québécoise, ses valeurs et à défendre son autonomie selon le gouvernement. Mais diverses organisations remettent en question la validité de cette nouvelle constitution. Selon le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, la rédaction d'une constitution doit se faire dans un espace ouvert, en collaboration avec sa population. Cependant, le gouvernement a rédigé ce texte en catimini. Le barreau, dans son mémoire sur le PL1, souligne le PL1 limite les moyens mis à la disposition des citoyens pour contester les dispositions de la loi qu'ils jugent arbitraires ou contraires à leurs droits. Le barreau juge donc que cette interdiction est contraire à un état de droit fort et porte atteinte aux libertés fondamentales de justice et de transparence au Québec. Aussi, toujours selon le barreau, le projet de constitution qui entend donner
préséance à la Constitution canadienne. Donc, la Constitution du Québec aurait préséance sur la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, ce qui est sans précédent et qui fragilise une charte vieille de 50 ans qui avait été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale à l'époque. Projet de loi 2 maintenant qui concerne les médecins. Oui, absolument. Parlons ensemble de la loi 2 qui se dit loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et assurer la continuité de la prestation de ces services. Ce projet de loi a pour objectif de moderniser le système de santé actuel au Québec, notamment en liant 15% de la rémunération des médecins à des cibles de performance. Cependant, le barreau s'inquiète notamment des mesures qui auraient pour effet d'empêcher un citoyen d'organiser sa vie personnelle ou professionnelle sous peine d'importantes sanctions. Ici, on parle donc des mesures qui auraient pour effet d'empêcher l'exode des médecins mécontents. La Charte canadienne des droits et libertés de la personne garantit le droit pour tout citoyen de gagner sa vie où et comment il le souhaite. Ces mesures est donc contraire à la Constitution canadienne. Aussi, le barreau s'inquiète des mesures qui auraient pour effet de limiter le recours en justice de diverses organisations dans cette loi. Oui, et il y a un projet de loi qui concerne le monde syndical. Absolument. Le projet de loi 3, la loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail. Le barreau demande expressément au gouvernement le retrait des articles 7 et 9. L'article 7 vise à imposer une cotisation facultative et non obligatoire aux syndiqués pour le financement d'activités autant larges que de la publicité de nature politique ou toute intervention dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, sauf si un vote l'y autorise. Ensuite, l'article 9 impose des sanctions très importantes allant de 5 000 à 50 000 $ pour toute contravention à l'article 7. Selon les différentes organisations syndicales et le barreau, ce projet de loi vient s'ingérer dans le mode de fonctionnement des syndicats afin de rendre difficile la contestation d'une loi. Il nous reste un petit peu moins d'une minute. Alexis, si tu avais le premier ministre devant toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je lui dirais certainement d'arrêter de passer des lois en utilisant le bâillon sous la contrainte ou dans le secret. Ça ne fait pas du tout avancer notre démocratie dans la bonne direction. Et les partis de l'opposition sont là pour une raison, pour contester, s'assurer que les politiques du gouvernement soient transparentes et dans le meilleur intérêt de sa population. Mais comment peuvent-ils faire leur travail lorsqu'une loi est adoptée en moins de 24 heures sans aucune commission parlementaire dans le fond? Selon moi, les bâillons ont simplement pour effet de polariser et de stigmatiser l'opinion publique. L'expression diviser pour mieux régner prend tout son sens, selon moi, dans cette situation. Ensuite, Monsieur le Premier ministre, cessez de bafouer des droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Devant cela, je ne peux m'empêcher de constater la pente glissante vers un gouvernement d'une certaine forme autoritaire. On va être obligé de s'arrêter là, Alexis, mais pour une excellente raison. D'abord, je te remercie. Et avant de te laisser partir, je dois t'informer que ici à TVBL, on aime remettre des prix à chaque année. Et toi, tu es le récipiendaire du prix Relève 2025. C'est un prix symbolique, mais en reconnaissance de ton engagement citoyen, de ta rigueur intellectuelle, et pour te remercier aussi de faire partie de nos collaborateurs réguliers à TVBL. Alors, Sidji, notre collègue va te remettre ce prix pour toi. Merci beaucoup et bravo. L'artiste multidisciplinaire Véronique Boucher, qu'on pourrait aussi vous présenter comme une artiste de la joie, vient de remporter le prix Résidence Espace Saint-Gilles dans le cadre des 35e Grands Prix de la culture des Laurentides. C'est un plaisir de l'accueillir. Véronique, bonsoir. Salut. Gagner une résidence d'artiste, ça revient à se faire dire, ton projet est non seulement magnifique, mais j'ai confiance en toi suffisamment pour t'ouvrir les portes de ma maison. Ça doit faire plaisir, ça. Ah oui, vraiment, dans un processus, c'est plus que nécessaire. Puis, tu sais, il y a des instants dans la vie, j'en ai créé beaucoup des projets. Là, ça fait des années que je fais cette carrière-là, d'être dans tous les milieux artistiques en même temps, avec tous les chapeaux, mais quand on a l'impression qu'on vient de mettre le doigt sur ce qui va nous porter pendant les 40 prochaines années sans problème et que toutes les portes s'ouvrent puis qu'on a l'impression que le vent pogne d'un voile, comme on dit, c'est un sentiment vraiment très excitant. Ça fait ça. Oui, ça fait ça. Alors, ce projet, il a un nom, hein, ça s'appelle l'art de la joie, la douce révolution. C'est l'aboutissement d'une démarche qui dure depuis plusieurs années. Comment on pourrait le décrire, ce projet-là? Bien, c'est plus qu'un projet sur scène. Là. J'ai gagné le volet scénique là, de préparation, mais ça se veut un grand projet contagieux. J'aimerais que
tous les humains deviennent des artisans de la joie. Parce que je pense que la joie, c'est un art qui se développe. Ça vient d'une action, contrairement au bonheur, par exemple. Ouais. Le bonheur, pour moi, c'est une toile de fond dans une vie. Puis là, la joie, c'est toutes les petites actions qu'on choisit de faire au quotidien en jetant de la peinture sur ce mur-là. Donc, pour moi, le bonheur, c'est le nombre de fois où on choisit la joie pour qu'à la fin d'une journée, la fin d'une semaine, la fin d'un mois, la fin d'une vie, on puisse constater la lumineuse toile de fond qu'on vient de créer. Tu en parles justement de la joie comme une force de reconstruction, un moteur de transformation humaine. On est loin là d'une perception de la joie qui comme étant une émotion légère. C'est beaucoup plus profond. Oui, ben tu sais, vivre la joie ne signifie pas de mettre de côté la tristesse ou la colère. Pour moi, au contraire, ces émotions-là, c'est des guides pour voir qu'est-ce qui nous empêche de vivre et d'expérimenter la joie. Fait qu'il faut les savourer aussi. Ouais. Mais la joie, pour moi, c'est pas juste de faire le clown dans un party, là. Tu sais, la joie, c'est d'être dans la gratitude, dans l'observation de la beauté au quotidien, dans le fait de s'arrêter pour reconnaître ce que l'autre humain est en train de nous apporter puis de nous faire grandir. C'est dans la danse, en tout cas, c'est dans les petites actions du quotidien, dans la spontanéité, dans le lâcher prise. Puis c'est tout ça mis ensemble. En fait, c'est un mode de vie parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le bonheur, c'est un truc passager, là, un peu comme dans la chanson de Félix Leclerc. Alors là, la joie, c'est quelque chose qu'on choisit. C'est un outil qui nous mène à ça, au bonheur. J'ai bien compris. Moi, c'est la façon que je le vois. Dans ma tête, le bonheur, c'est le nombre de fois, la place qu'on fait à la joie au quotidien, le nombre de fois qu'on la choisit. Alors, dans ta vision des choses, Véronique, comment ce projet-là va s'incarner sur une scène? Sur une scène, c'est très multidisciplinaire. Moi, je proviens du milieu de la musique. Après ça, j'ai fait beaucoup de mise en scène. J'ai fait de la chanson. J'ai fait de la danse aussi. Tout ça m'habite constamment. Et puis là, je fais de l'art visuel en plus. Puis à un moment donné, j'essayais de me caser, comme on dit, et de trouver dans quelle petite case j'allais me placer. Puis il y a quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un voyage qui m'a dit, c'était un être très inspirant, beaucoup de joie qu'il portait en lui. Puis dans toute sa sagesse, il m'a regardé puis il dit, « Excuse-moi, mais je me permets une observation. » T'es pas une artiste visuelle, t'es pas une artiste de la musique, t'es pas une artiste de théâtre, t'es une artiste de la joie. Ce mot-là m'a ramassé comme si c'était une épiphanie, puis j'ai compris que j'avais peut-être pas besoin de faire de choix. Donc sur scène, c'est tout ça. Je fais de la projection vidéo pour d'autres artistes, alors là, je la conçois moi-même. Plus il y a de la danse, plus évidemment, j'écris tout ce texte-là qui est tiré de mes histoires personnelles, donc c'est des monologues. Puis tu es musicienne aussi. C'est ça, fait que c'est sûr qu'il y a de la musique dans tout ça. Fait que c'est pour ça la multidisciplinarité est très importante. Bon, la résidence dont on parle va se dérouler du 16 au 22 mars à l'Espace Saint-Gilles, ça c'est à Brownsburg. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire sur ce lieu-là et à propos de ce que tu vas y faire là, concrètement pendant une semaine? Bien, on m'offre la possibilité de créer avec Focus, donc on m'offre la maison qui est juste à côté, donc je peux y séjourner là, inviter les gens avec qui j'ai envie de collaborer à y séjourner. J'ai la salle de spectacle, alors tout le matériel est à ma disposition. Et ce que j'aime, les valeurs de cet endroit-là m'inspirent beaucoup. Ils sont vraiment dans la médecine de l'art, la médecine de prendre soin de l'artiste. Alors, je trouve ça formidable que quelqu'un dise « Véronique, on va prendre soin de toi. Pendant ce temps-là, toi, tu vas pouvoir focusser à la bonne place. Puis après ça, contaminer le monde entier. » C'est comme ça que je vois ça. C'est formidable. Bon, il y aura aussi, on va pouvoir suivre l'évolution du projet parce qu'il y aura un site web, un blog. C'est déjà Non, c'est tout en construction. Une chaîne juste YouTube après, aussi. Et il y aura des ateliers aussi. Oui, j'ai envie de proposer des ateliers. C'est ça que j'ai amené des petites choses que je pourrais te montrer. Premièrement, le macaron avec le logo de l'Art de la joie, c'est fait avec de l'encre. Ça, tout le monde peut en fabriquer un lors d'un atelier. Puis ce que je trouve intéressant de cette encre-là, c'est que c'est vraiment une perte de contrôle. On doit lancer, on doit subir les conséquences de ce qu'on fait, mais ça procure une certaine joie d'être dans le lâcher-prise à ce point-là. Alors, il y a cet atelier-là, mais il y a l'atelier de la gratitude aussi. Celle où on prend le temps d'observer quelqu'un, quelque chose, et on écrit ce qu'il fait dans son quotidien qui nous fait du bien. Fait que tu vois, aujourd'hui, j'ai fait une petite carte de gratitude pour toi, sur laquelle c'est indiqué « Merci pour ton regard généreux et ta poésie qui révèle et élève la beauté dans toute sa préciosité. Wow. » Et ça, c'est toi. Ah, ben, je suis ému. Parce que, Claude, quand tu mets des choses sur les réseaux, tu as le temps d'observer la petite perle de rosée sur une plante. Quand tu observes un artiste, ce qui émerge dans tes mots, c'est toujours très beau. Fait que ça, c'est ma gratitude envers toi. Ben, Véronique, merci, Véronique. On va sûrement se revoir pour se reparler de ce projet-là. J'espère. Ben voilà, merci pour ton passage à l'émission. Merci à toi.
On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La Fondation Femina tient actuellement sa campagne Noël pour elle et les caméras de TVBL étaient présentes cette fin de semaine pour voir les dessous de cette mobilisation. Oui, ma collègue Héloïse était sur place pour assister au tri des cadeaux reçus pour les femmes qui passeront Noël en centre d'hébergement. Je vous présente ce soir notre reportage à ce sujet. On est arrivé au dernier mille de notre collecte de cadeaux de Noël, qui est une initiative qu'on fait depuis les 10 dernières années. On est à la 10e édition. Donc, le but pour nous, c'est vraiment d'offrir des cadeaux neufs pour les femmes et les enfants qui sont hébergés dans toutes les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales à travers la province de Québec. Comme vous voyez, aujourd'hui, on a à peu près une centaine de bénévoles qui sont ici aujourd'hui pour préparer les lots de cadeaux destinés aux maisons. Il nous faut des partenaires annuels. Il faut plein de monde pour réussir à faire une collecte comme celle-là qu'on fait à chaque année. Cette année, on a eu des dons de vêtements pour les femmes de la compagnie Womans. On a eu des oreillers de qualité de notre partenaire Blue Sleep. On a beaucoup de jeux et de jouets pour les enfants, donc le tout pour les garder amusés, divertis dans les maisons. Fait que c'est vraiment diversifié, mais on a plein de cadeaux pour les femmes et pour les enfants, cadeaux filles, cadeaux garçons, cadeaux unisex. L'équipe qui est ici le matin est responsable de faire le décompte de tous les cadeaux qu'on a. Le décompte est aussi de les placer par catégorie. Donc, les vêtements pour les femmes à quelque part, les cadeaux pour les enfants unisex à un autre endroit. Et puis, l'équipe qui vient en après-midi, son objectif à elle, c'est pouvoir préparer les lots de cadeaux. Fait que nous, on veut s'assurer que toutes les maisons reçoivent le même nombre de cadeaux. Encore, c'est un travail de longue haleine et quand même assez pas compliqué, mais ça prend beaucoup d'efforts. Donc, on se fie sur un de nos partenaires, ALIC, qui est une division d'MPOD Canada, nous aide justement pour entreposer les cadeaux jusqu'à ce qu'on puisse les livrer, mais nous offre la possibilité aussi de livrer des lots de cadeaux dans plusieurs endroits dans la grande région de Montréal. Après ça, on a une compagnie de transport, Access Transport, qui sont avec nous depuis les dernières années, qui s'occupe de livrer des lots de cadeaux en Gaspésie, en Abitibi. Depuis les 3 dernières années, sur les 10 dernières, on est en mesure de livrer partout. Ce qu'on veut offrir, c'est vraiment la possibilité aux femmes et aux enfants de demeurer dans la maison d'hébergement pendant le temps des fêtes, parce qu'on le sait que souvent, elles sont portées, ou même les enfants encouragent maman de quitter la maison d'hébergement pour retourner là où il y a de la violence, pour pouvoir passer le temps des fêtes avec la famille, les amis, tandis que nous, on veut s'assurer qu'on amène un peu de bonheur, d'espoir et d'attention aux femmes et aux enfants pour qu'ils puissent être encouragés de demeurer dans la maison et de demeurer en sécurité. On sait que les maisons sont sous-subventionnées. On sait qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'organismes et de gens comme nous qui sont là pour vraiment leur offrir le support de différentes façons. Fait que moi, je souhaite qu'on continue à avoir des bénévoles et des gens de cœur qui veulent se joindre à nous. Je souhaite qu'on ait de nouveaux partenaires qui veulent se joindre à nous aussi pour faire vraiment une réelle différence et un gros impact. De voir autant de monde se mobiliser et de répondre à l'appel quand on leur dit qu'on a besoin d'aide pour cette grande journée de triage, comme on appelle, mais de savoir qu'on a des bénévoles qui reviennent à chaque année, de voir des nouveaux bénévoles à chaque année aussi de se joindre à nous. C'est le plus grand nombre de bénévoles cette année qu'on a sur place. Ça démontre qu'il y a encore de la bonté dans le monde. Ça démontre qu'on est entouré de bonnes personnes. Donc, il faut vraiment avoir la mission à cœur pour pouvoir faire ce qu'ils font aujourd'hui. Fait que je les remercie du fond du cœur d'être ici aujourd'hui et de nous accompagner dans ce travail-là qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce matin, on est à peu près 50 bénévoles qui sont en train d'emballer les cadeaux pour justement les maisons d'hébergement. Ça fait à peu près 6 ans que je suis bénévole pour la Fondation. J'ai été dans plusieurs places là, pour guider les gens, les bénévoles. Et on fait des paquets, on est là vraiment pour organiser les tables au niveau des jouets pour les enfants parce que durant les fêtes, en fait, il y a des enfants qui vont être dans ces maisons d'hébergement puis on veut leur rendre un Noël super joyeux. Je souhaite rendre Noël plus heureux pour les femmes qui vivent des moments difficiles. J'ai ma fille aussi avec moi aujourd'hui, fait que tu sais c'est un peu aussi d'apprendre à donner. Fait que le plus qu'on peut faire ensemble, je pense que c'est ça ma mission pour aujourd'hui. Dans un monde idéal, ça serait le fun si cette fondation n'existe pas. Mais aujourd'hui, c'est dommage, mais on fait qu'est-ce qu'on peut pour rendre les choses plus agréables dans le fond. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'elle soupçonne peut-être être victime, SOS Violence conjugale, la première ressource. Appelez, textez,
SOS Violence conjugale va pouvoir diriger une personne qui a besoin d'aide. Les maisons ne sont pas juste là pour offrir de l'hébergement, mais sont là aussi pour aider les femmes, même sans hébergement, mais de les aider, les guider à travers le processus. Et pendant le temps des fêtes, gardez les yeux ouverts, soyez attentifs, de voir qu'est-ce qui se passe, dénoncer toute action de violence ou de manque de respect envers une femme. Puis si vous soupçonnez qu'une femme a besoin d'aide, tendez-lui la main. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne. Thank you.